Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour votre présence ce soir. Dont la thématique est « Et si l'ordinateur remplaçait le juge ?» Pour introduire notre conférence, on va diffuser une rapide vidéo qui est tirée d'un journal télévisé et à partir duquel on va pouvoir développer différents éléments. Donc, je vais lancer la vidéo. La nature des preuves présentées par le plaignant? Pas d'objection. Madame la juge en Chine est désormais un robot. Cette magistrate virtuelle examine les litiges liés à Internet. Depuis cet été, l'intelligence artificielle envahit les tribunaux spéciaux chinois. Et pour accélérer le traitement des plaintes, il y a aussi les procès en direct. Ici, l'accusation et la défense derrière leur webcam. Là, la juge. Plus besoin de se déplacer, les documents juridiques sont transférés électroniquement. Et pour accélérer encore le système juridique, ce tribunal à portée de main. Sur cette application, les plaignants peuvent chatter avec des assistants juridiques. 26 000 affaires sont déjà en cours. Au 31 octobre, plus d'1 million de plaignants étaient inscrits aux audiences en ligne. Ces utilisateurs enregistrés ont réalisé plus de 3 millions de procédures judiciaires sur cette plateforme. Les autorités chinoises voient déjà plus loin. À l'avenir, les magistrats virtuels, grâce à leur collecte de données, pourront même juger les citoyens chinois. Voilà, cette vidéo qui présente les systèmes d'informatisation et de robotisation de la justice en Chine nous montre les potentialités, peut-être les risques qu'il peut y avoir, mais cette réalité existe également en Europe, également en France, de manière présente, avec une réflexion qui peut être portée sur cette question. En réalité, la vidéo présentait de nombreux aspects de l'automatisation de la justice, mélangeait beaucoup d'aspects différents, à la fois des aspects de fluidification des démarches en ligne. L'automatisation, l'informatisation de la justice peut être utilisée comme un moyen de communication. C'est assez courant, on vous en présentera plusieurs aspects. Mais la seconde possibilité d'usage de l'informatique, qui nous intéressera davantage et qui est plus au cœur de la justice, c'est aider le métier de juge, c'est orienter la décision, c'est influencer sur le contenu de la décision. Et c'est sur cet aspect que nous insisterons, sur la manière dont le fond de la décision peut être influencé. D'abord, quelques outils qui ont été présentés et qu'on voudrait aborder. La question de la dématérialisation des procédures. Plutôt que de signifier un acte par huissier, de les envoyer par lettre recommandée, les parties, leurs avocats peuvent préférer échanger via Internet. C'est finalement utiliser Internet comme un moyen de communication, c'est une version, on va dire, améliorée d'un email, d'un message sur WhatsApp ou que sais-je encore. Et il s'agit de développer des applications spécifiques sécurisées dans ce cadre. On en connaît plusieurs en France. Par exemple, cette capture d'écran qui est issue d'un site qui s'appelle Télérecours, qui est développé par les juridictions administratives. Tout avocat, tout particulier qui souhaite saisir un juge administratif, contester une décision administrative devant le juge, peut utiliser cette application en ligne qui est mise en place par les instances gouvernementales et la juridiction sera ainsi saisie. Au-delà de la saisine des juridictions, de l'échange des pièces, on assiste en France aussi quelquefois à une dématérialisation de l'audience. L'audience se tient alors par visioconférence. C'est possible depuis 2001. Le Code de procédure pénale l'a peu à peu introduit dans le droit français, en particulier lorsque l'accusé, le prévenu, est déjà détenu, il est en maison d'arrêt, et en raison du coût que représente l'extraction d'un détenu vers un tribunal, on recourt de plus en plus à la visioconférence, de moins en moins avec le consentement de l'accusé ou du prévenu, et surtout pour économiser des moyens, il faut bien dire ce qui est, et l'article du Code de procédure pénale qu'on vous met ici autorise cela aux fins de bonne administration de la justice,
Et c'est essentiellement pour gagner du temps et de l'argent. On en a différents échos. Par exemple, la Midi Libre, mais d'autres journaux locaux en font régulièrement la une. Et cela transforme l'audience. L'audience n'est pas la même que l'on se trouve physiquement présent ou via un écran. Un autre aspect de l'automatisation de la justice, de la digitalisation de la justice, concerne les modes alternatifs de règlement des litiges en ligne en particulier. Et depuis longtemps, on favorise le règlement amiable des litiges, des différends, à travers la médiation, la conciliation. Si on aboutit à un accord, on va éviter le recours au juge, on va éviter le procès et les frais qui sont liés à cela. On évitera de payer un juge, on évitera en partie de payer des frais de justice et des avocats. Et les outils en ligne se développent pour accompagner la médiation et la conciliation des parties, en particulier depuis qu'elles sont en grande partie obligatoires avant de saisir une juridiction. Alors on peut présenter différents outils qui existent. Un outil est mis en ligne, par exemple, d'un point de vue institutionnel, par la Commission européenne, qui met en ligne le règlement en ligne des litiges pour des litiges d'un petit montant, pour les commandes effectuées sur Internet. En cas de difficulté avec l'expéditeur, avec le producteur, on peut utiliser cet outil européen pour tenter une conciliation. Par ailleurs, en France, les organisations professionnelles mettent en place des outils de médiation, de conciliation. On peut en évoquer deux. Il y a des avocats dans la salle. On peut évoquer le barreau de Paris qui, par exemple, met en place un site de médiation en ligne à tout intéressé, ou bien, pour évoquer une autre profession, je ne sais pas si elle est représentée dans la salle, la question des huissiers de justice qui ont mis en place un système depuis plusieurs années qui s'appelle Médicis et qui est la même chose, un système de médiation en ligne qui est proposé. Alors, ces trois aspects qui vous ont été présentés et qu'on a vus dans la vidéo ne vont pas retenir davantage notre propos. Ce qui nous intéresse, en réalité, c'est deux autres éléments qui ont été présentés aussi dans la vidéo que vous avez vue. Ce sont des outils qui, d'une manière ou d'une autre, interviennent dans la décision qui est rendue par le juge. Alors, les premières séries d'outils, on s'intéressera au barème notamment, ce sont des outils qui vont permettre au juge d'avoir un repère et utiliser, on va dire, ces repères dans la décision qu'il va rendre, dans la confection de la décision qu'il va rendre. Il y a aussi une deuxième série d'outils. Alors, on verra bien qu'est-ce que le barème, et puis on parlera aussi un peu des algorithmes, qui sont en gros une version améliorée, automatisée des barèmes, mais on verra bien ce que c'est. Il y a une deuxième série d'outils que nous avons décidé de les appeler les machines décidantes, puisque ces machines, enfin, ces programmes qui existent aux États-Unis, on verra, qui font également leur entrée progressivement sur le marché français, touchent au corps du fonction du magistrat et ils ont pour vocation de rendre une décision ou alors donner une décision que le juge pourrait faire sien ou pas. Nous, pour la suite de notre intervention, on va s'intéresser à cette série d'outils. Je vais tout d'abord vous présenter les premiers outils d'aide à la décision que constituent les barèmes. Le barème est un outil très ancien qui existe depuis longtemps dans les juridictions. Cela permet de rationaliser la prise de décision, d'aboutir en particulier pour les résultats chiffrés auxquels on souhaite accéder, lorsqu'on souhaite arriver à un montant d'une indemnité, qu'il s'agisse d'un licenciement, d'une pension alimentaire, d'une indemnisation suite à un dommage corporel, etc. Les barèmes, les référentiels permettent de standardiser la prise de décision. Ceux qui ont beaucoup fait parler de ces derniers temps sont les barèmes en droit du travail, qui ont progressivement gagné en normativité. Au départ, il s'agissait d'outils confidentiels utilisés par certaines juridictions qui rédigeaient chacun leur barème. Et peu à peu, on a vu une mise en place, une reprise par les instances étatiques de ces outils.
D'abord, en droit du travail, après ces outils qui étaient développés par les juges eux-mêmes, on a eu un outil développé au niveau national par les instances gouvernementales pour avoir un barème seulement indicatif au départ, applicable au niveau national. Il était indicatif, le magistrat conservait sa liberté d'appréciation. Mais on le sait, depuis 2017, cet outil qui n'était qu'indicatif est devenu obligatoire. On fixe dans la loi une fourchette d'indemnisation et le juge n'a plus la possibilité de s'en départir lorsqu'il est face à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un licenciement abusif. Il peut, dans des cas plutôt assez rares, s'en défaire, mais il doit prouver la nullité du licenciement. C'est beaucoup plus compliqué à rapporter. En dehors de ces outils véritablement obligatoires comme en droit du travail, on rencontre en réalité beaucoup d'outils dans différents domaines qui conduisent à cette standardisation. On peut évoquer un outil qui est développé au niveau national, mais qui reste un référentiel qui n'est pas obligatoire. C'est le référentiel en matière de pension alimentaire en cas de séparation des parents. Le gouvernement, l'administration a développé un barème qui dépend de critères qui sont principalement les revenus du parent débiteur, de celui qui doit payer la pension alimentaire, du nombre d'enfants et du mode de garde attribué. À partir de cela, on a dressé un tableau d'indication. C'est un montant indicatif. Les magistrats peuvent ne pas suivre la proposition. Il peut y avoir de très bonnes raisons de ne pas suivre. Chaque situation familiale est différente de l'une de l'autre. Ici, c'est un outil qui est développé au niveau national par le gouvernement. On a d'autres outils qui sont développés par les magistrats eux-mêmes qui recherchent une forme de rationalité. En matière de dommages corporels, on a un outil au niveau national qui est connu sous différents noms et qu'on peut appeler le référentiel intercours, qui propose des montants d'indemnisation dans certaines situations. Par exemple, en matière de dommages corporels, lorsque la victime décède, et qu'il y a une personne qui est responsable civilement de ce décès, combien les proches de la victime peuvent demander au nom de la douleur pour leur préjudice d'affection. Et donc on développe des fourchettes d'indemnisation qui sont proposées par les cours d'appel, mais toutes les cours d'appel se mettant ensemble pour proposer ces fourchettes. Évidemment, en première instance, on va avoir un œil dessus pour savoir ce que déciderait le juge si jamais il y avait un appel. Cet outil reste encore purement facultatif. Même s'il est prévu, dans le prochain réforme de responsabilité civile, peut-être qu'il y aura un outil qui serait encore indicatif, mais qui serait développé au niveau national. Dans une autre matière, qui est la matière pénale, lorsqu'on a commis une infraction pénale, les barèmes sont beaucoup moins établis. Alors, on a une échelle des peines qui est fixée par le code pénal, mais cela fixe une peine maximum. Mais chaque parquet développe sa propre politique pénale, et on a des outils qui sont développés généralement au sein de chaque parquet, qui donnent généralement pas des réquisitions, mais qui proposent des orientations des poursuites. Par exemple, j'ai repris un extrait d'un fichier, d'un document qui était diffusé dans un parquet, dans un tribunal de grande instance, volontairement rendu anonyme, et on nous dit, voilà, en présence de X grammes de tel ou tel produit stupéfiant, voilà quelle va être l'orientation des poursuites. Donc ici, on propose, et c'est un outil qui est destiné en réalité aux policiers. Voilà, s'il y a moins de 10 grammes de cannabis dans cette juridiction, il n'y aura pas de placement en garde à vue. On fera un avis au parquet après l'audition et il y aura un classement sous condition. Chaque parquet étant libre de décider de sa propre politique pénale. Et ces outils restent propres à chaque tribunal. On a des témoignages d'autres outils qui proposent des réquisitions. Par exemple, il y a un parquet qui a développé un outil assez compliqué de calcul qui, en fonction du nombre de grammes des revenus de la personne, propose un montant d'amende, pareil en matière de stupéfiants. On a une base de 150 € auquel on rajoute 10 € par gramme et X% des revenus de la personne. Voilà, et on aboutit à une amende qui est proposée. Donc on a déjà une standardisation de la prise de décision. Aujourd'hui, on
on parle de plus en plus du recours aux algorithmes pour aider à la prise de décision. Finalement, un algorithme, c'est un tableur, un fichier Excel très compliqué et qui prend en compte de nombreuses variables. Au lieu de prendre en compte 3 variables qui sont le nombre d'enfants, les montants des revenus et le mode de garde, comme en matière de pension alimentaire, on va pouvoir faire entrer des dizaines et dizaines de variables qui rendraient l'outil impossible à mettre sur une feuille de papier, trop sophistiqué, et on va servir d'un ordinateur pour le faire fonctionner. Mais c'est ni plus ni moins qu'un barème très compliqué, très sophistiqué. Alors, comme vient le dire à l'instant mon collègue, un fichier Excel hyper élaboré est un algorithme. On va commencer par faire simple, on va commencer par pour une définition simple. Un algorithme, quand on prend la définition du mot, c'est en réalité une suite d'instructions qui est indiquée, une recette de cuisine. Comment je dois faire pour faire des crêpes? Il faudrait que je suive un certain nombre d'étapes. C'est déjà un algorithme. Puisque si l'algorithme se définit comme étant une suite d'instructions, une recette de cuisine est un algorithme puisqu'il répond à cette définition. Après, les choses sont un peu plus compliquées puisque on va un peu complexifier les choses lorsqu'on est en présence des algorithmes dont on parle ici. Mais pour faire simple, quand vous suivez une recette de crêpes, vous êtes doté d'une intelligence naturelle et vous n'avez pas besoin qu'on vous précise, pour faire la recette, il faudra que vous alliez regarder d'abord dans votre placard pour savoir si vous avez de la farine, si vous avez des œufs, etc. Et on n'a pas besoin de vous dire il faut casser les œufs avant de les mettre dans le saladier pour le mélanger aux autres ingrédients. Imaginez que vous êtes propriétaire d'un robot qui fait les crêpes pour vous. Bon, ce robot, il n'est pas doté d'une intelligence naturelle. C'est la raison pour laquelle il faudra lui indiquer toutes les démarches à suivre et donc il faudra lui donner davantage d'explications et d'instructions pour parvenir à réaliser les crêpes. Si on avait un algorithme simple, intégré à un robot pour faire les crêpes, il aurait pu se présenter comme ceci. Première question, y a-t-il des œufs? Si la réponse est non, c'est pas possible de faire des crêpes. Il va vous dire, il faut aller faire des courses. Si vous avez des œufs, il arrive à la deuxième étape de l'instruction, y a-t-il du lait? Si la réponse est oui, vous suivez. Si la réponse est non, il va ajouter cela sur la liste, sur les recommandations qu'il fait pour les listes de courses. Alors ça aussi, on peut l'automatiser, hein, sinon il va juste vous dire, il faut aussi penser à acheter du lait. Troisième étape, si vous avez déjà des œufs et du lait, y a-t-il de la farine? Si la réponse est non, il va me dire c'est pas possible de faire des crêpes aujourd'hui. Il faut aller faire des courses d'abord. Ou alors il faut que vous faites livrer des produits avant de faire des crêpes. Si la réponse aux 3 premières étapes c'est oui, il va vous dire, toujours pour exécuter les différentes instructions qu'on lui a données, y a-t-il du sucre? Imaginons que vous n'avez pas de sucre, mais vous avez du lait, de la farine et des œufs. Il va vous dire c'est pas obligatoire d'avoir du sucre dans votre crêpe. Donc, si vous n'avez pas de sucre, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire des crêpes. Donc, il va passer au stade suivant. Il va vous demander si vous avez du beurre, parce que c'est les ingrédients qui sont indiqués sur la recette. Donc, si vous n'avez pas de beurre, il va vous dire c'est pas grave. On peut très bien faire des crêpes sans mettre du beurre. Ça sera moins bon, peut-être. Si on lui a expliqué que les crêpes sans beurre sont moins bons, il vous dira juste ça. Si on n'a pas renseigné cet élément informatif dans le logiciel, il ne va pas vous en parler du tout. Il va simplement vous dire c'est pas rédhibitoire. Donc à partir de là, on peut toujours continuer à faire des crêpes. Après, une fois qu'il a vérifié les différentes instructions qu'on lui avait données, il va vous dire bon, c'est bon, on peut sortir les ustensiles et se mettre à faire des crêpes. En droit, les algorithmes que nous utilisons sont à peu près fonctionnent de la même manière, simplement, c'est-à-dire qu'ils sont une suite d'instructions, et puisque l'ordinateur ne comprend pas des choses très compliquées, la logique qui guide les instructions, c'est de style « si ceci, donc fais cela ». Donc ce qu'on appelle la logique formelle. Imaginons l'exemple de mon collègue avec son tableau, ce tableau-là, qui est mis à disposition, je ne vais pas citer quel... je ne dois pas dire qu'on sait. Bon, non. Voilà, c'est anonymisé. Régional.
Si je voulais l'automatiser, il était tout à fait possible, parce qu'il faudra simplement lui dire qu'il y a un certain nombre d'entrées et qu'il vérifie si chacun des éléments sont vérifiés. Ça pourrait donner ceci. Si on est en présence d'un majeur, en présence qui réitère, on va dire, un délit, sur les 12 derniers mois, il faudra renseigner quel est le type de drogue qui est en possession de la personne. Il faut aussi renseigner la quantité de ce qui est détenu. Ensuite, il va lui dire, bon, si vous êtes dans le cas de cannabis, il faudra faire ceci et cela. Alors, aujourd'hui, dans le schéma que j'ai présenté, il faut une intervention d'une tierce personne pour renseigner un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire que, puisque le tableau est c'est conçu pour les policiers, il faudra qu'ils renseignent, il faudra qu'ils disent, voilà, j'ai un majeur, il a connu pour tel fait, et puis il est en possession, par exemple, de cocaïne pour plus de 2 grammes ou moins de 2 grammes, pour savoir à quoi s'attendre. Il est possible d'imaginer la suite de cela pour les hypothèses où la procédure ne s'achève pas, c'est par une absence de garde à vue, avec d'autres automatisations possibles pour permettre au juge d'avoir l'ensemble des informations et, à partir des différents choix possibles, lui concevoir déjà la décision pour lui dire, voilà, vous avez un majeur, il est connu pour tel et tel fait et il a telle quantité de drogue, donc généralement, on doit lui appliquer telle peine. Alors, c'est un gain de temps considérable pour le magistrat. Il sait à quoi s'attendre, et puis on peut aller plus vite dans la décision qu'on va rendre. À partir de... on peut trouver ça injuste ou juste, c'est pas trop la question, mais on pourrait se poser la question de savoir, mais déjà ça apparaît en filigrane de ce qu'on vient vous expliquer, l'objectif poursuivi pour dématérialiser la justice obéit à ce que moi j'appellerais à la logique néolibérale, mais en réalité obéit à un certain logique financier. Mais ce n'est pas que cela. Il faut se poser la question de savoir pourquoi dématérialiser la justice. Pourquoi dématérialiser la justice? Il y a énormément de raisons. On vous présente 4. On vous en présente 4. Le premier, c'est une égalité entre justiciables. Si la machine prend en compte les mêmes paramètres, pour que je m'appelle X ou Y et que je sois né dans tel ou tel endroit, c'est la même peine qui va s'appliquer à moi. Deuxième avantage, c'est l'objectivité de la solution qui est rendue par le juge. C'est-à-dire, la personnalité du juge ne va pas entrer dans la ligne du compte, dans la décision qu'il va rendre. Les réalistes américains, vous direz, son éducation n'entre pas, le juge n'est pas influencé par son éducation conservateur ou pas. Et en même temps, on pourrait aussi dire, toujours les réalistes américains diraient que ce que le juge aurait mangé le matin ne va pas influencer sur la décision qu'il va rendre dans la foulée. Donc si il a eu une dispute avec sa femme ou sa compagne, il sera de mauvaise humeur, donc cette mauvaise humeur pourrait rejaillir sur la décision. Oui, les Américains ont beaucoup d'imagination, c'est pour ça qu'on les appelle les réalistes. Et cet élément-là ne va pas entrer dans la ligne du compte à partir du moment où la machine n'est pas humain, et donc il a une objectivité pure dans la solution qu'il va présenter. Troisième argument en faveur de cette dématérialisation de la justice, c'est le gain du temps. Les délais sont longs pour avoir accès à un juge. Donc, si je peux tout de suite savoir à quoi je dois m'attendre avant d'être obligé d'attendre 6, 7, 8 mois, parfois 1 an selon les litiges qui sont en cours, avoir tout de suite la décision, c'est un gain de temps. Et qui dit gain de temps, dit aussi gain de l'argent. Les justiciables perdront moins leur temps et l'État, en ce qu'il assure le service d'accès à la justice, etc., gagnera aussi de l'argent, dans le sens où il va faire des économies. Et par les temps qui courent, où toutes les économies sont bonnes, on ne peut y voir que des avantages. Ou pas. Ou pas. La question qui peut se poser, c'est jusqu'où aller avec cette
idée de faire des économies, comment utilisera-t-on les outils technologiques qui sont disponibles? Et la réponse, elle dépend avant tout de la place qui est accordée à l'humain dans le processus de décision. Et malheureusement, aujourd'hui, la place accordée à l'humain correspond beaucoup à les moyens qui sont donnés à la justice. En présence d'un barème, d'un outil à la prise de décision, peu importe lequel, les magistrats qu'on a rencontrés, il y a eu des entretiens qui ont été réalisés dans le cadre de certaines recherches, montrent toujours un discours assez distant. Ils affirment que les barèmes qu'ils ont en face d'eux, les référentiels, sont une indication, mais pas plus qu'une indication dans la prise de décision. Ils ont d'une manière générale une conscience professionnelle assez forte, et si cela peut constituer un point de repère, ils ne s'y arrêtent pas. Cependant, quelquefois, on peut avoir des craintes. Par exemple, à propos du barème sur les pensions alimentaires, les 3 exemples que j'ai pris, c'est des entretiens réalisés avec des magistrats à propos des pensions alimentaires en cas de séparation des parents. Dans le premier extrait que j'affiche, voilà, on nous dit, ça nous donne un ordre d'idée, on applique plus ou moins le barème, mais en réalité, le magistrat indique surtout que les conditions dans lesquelles le barème a été réalisé, il les ignore. Et la plupart de ses collègues les ignorent aussi. Ainsi, le magistrat utilise un outil qu'il ne maîtrise pas. Il ne comprend pas comment l'outil a été fait et il ne peut pas en comprendre les limites. Pour pouvoir utiliser un outil correctement, il faut connaître jusqu'où l'outil peut aller et savoir un minimum comment il a été réalisé. Un autre magistrat concède dans le deuxième extrait que la réalité du contentieux risque de renforcer le poids de l'outil. Compte tenu du contentieux de masse qui est les affaires familiales, donc les pensions alimentaires essentiellement, les collègues sont complètement débordés, ils vont avoir tendance à s'appuyer là-dessus sur les barèmes. C'est évident, quand on est débordé de travail, qu'on a un outil qui nous propose une solution clé en main, c'est plus simple de se reposer dessus. Et puis on a alors, un discours qui est beaucoup plus minoritaire chez les magistrats, et le magistrat interviewé le reconnaissait véritablement, il savait être minoritaire dans la magistrature, mais il plaidait, lui, pour, sur cette question, la présence d'une commission administrative avec un barème. Pour lui, la question de la pension alimentaire aurait dû relever d'un organe administratif quelconque, de fonctionnaires, et non pas de la justice. Les magistrats sont rares à défendre une telle position, mais l'idée n'est pas absente du législateur. Le législateur y pense. Un projet de loi récent avait proposé de confier dans certaines conditions la fixation de ces pensions alimentaires aux caisses d'allocation familiale. Le Conseil constitutionnel est passé par là et a mis fin à cette idée, mais l'idée pourra ressurgir certainement sous une autre forme. Aujourd'hui, on peut s'interroger, est-ce que l'on ne va pas passer à un stade ultérieur qui ne serait plus celui des outils d'aide à la décision, mais des machines décidantes? Plusieurs entreprises sur le marché français n'hésitent pas à vendre des outils prédictifs, à faire de la justice prédictive à destination des avocats, des magistrats, avec le soutien très clair du ministère de la Justice, qui soutient ces initiatives. Tous ces outils de justice prédictive aujourd'hui en France reposent sur un modèle un peu similaire. Ils reposent sur une base de données de décision. On rentre tout un tas de décisions de justice dans une base de données, le plus grand nombre possible. On demande à un logiciel de les analyser automatiquement. Et grâce à cette analyse, la machine pourra prédire une solution. Souvent, c'est en réalité dégager une moyenne ou une tendance de décision. Et ces outils, on a mis des éditeurs, les logos de 2 des éditeurs, je ne vais pas les citer. Il y en a d'autres, et on propose des solutions clés en main. Cela suscite énormément de questions, car en réalité, beaucoup de biais sont possibles. Il peut y avoir beaucoup d'erreurs qui s'introduisent dans le système à différents stades, en réalité, du processus. D'abord, dans la constitution de la base de données. Ensuite, dans la manière dont elle est analysée, et ensuite dont elle est interrogée. De nombreux biais peuvent être présents.
D'abord sur la question de l'alimentation de la base de données. Qu'est-ce qui constitue le matériau premier de la réflexion? Quelle décision on met? Idéalement, il faut en mettre le maximum pour être le plus représentatif possible. Sauf qu'aujourd'hui, tous ces outils en France ne peuvent pas avoir accès aux décisions de première instance. Les décisions rendues par les juges de première instance, il n'existe pas de base de données, il n'existe pas de base de données pour les mettre dans la machine. Et donc, actuellement, les outils visent essentiellement des décisions de cour d'appel, et encore de manière parcellaire, parce qu'on n'a pas les décisions en matière pénale, c'est essentiellement en matière civile. Et il y a un biais à ne rentrer que des décisions de cour d'appel. Tout le monde ne va pas en appel. Les décisions qui arrivent au stade de l'appel ne sont pas les décisions de tous les jours. Ce sont généralement des affaires avec un enjeu financier plus élevé que les autres. Car faire appel coûte de l'argent. Par ailleurs, pour qu'une base de données soit performante, il faut comprendre des décisions très récentes, les plus récentes possibles, celles d'hier ou d'avant-hier idéalement. Sauf que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, peut-être que la Cour de cassation dira que la décision de la Cour d'appel n'était pas justifiée, elle sera cassée. Pourtant, pendant 2 ou 3 ans, la décision de la Cour d'appel aura alimenté la base de données, si tant est qu'elle est retirée une fois qu'elle est cassée, ce qui n'est pas certain non plus. Alors, on a affirmé, la loi affirme depuis 2016, l'open data des décisions de justice. C'est-à-dire que toutes les décisions de justice, depuis la première instance jusqu'à la Cour de cassation, devraient être disponibles en ligne, notamment à destination de ces éditeurs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Cela coûte énormément d'argent de mettre en ligne toutes ces décisions, parce qu'il faut les anonymiser. Il faut retirer le nom des parties, retirer les éléments qui permettent d'identifier les parties. Cela coûte beaucoup d'argent à l'État, qui s'en charge, et cela ne lui rapporte rien, puisqu'il les met à disposition gratuitement des éditeurs. Pour l'instant, ce n'est pas réalisé. Le décret qui est paru en fin d'année prévoit une réalisation progressive de cela, mais je pense que les difficultés vont être énormes dans cette réalisation. Par ailleurs, la base de données elle-même, la décision ne comprend pas tous les éléments. Et il y a des éléments qui demeurent en dehors de la décision et qui ne sont pas pris en compte par les outils. Par exemple, on peut avoir, imaginons, des décisions qui apparaissent particulièrement faibles en matière de dommages corporels, des indemnisations qui véritablement sont en dessous de la moyenne et qui font baisser cette moyenne. Les raisons peuvent être multiples. Peut-être que le magistrat aurait voulu donner une indemnisation plus élevée, mais il ne peut pas donner au-delà de la demande. Si l'avocat, si la partie est mal renseignée et qu'il demande une indemnisation assez faible, le magistrat ne pourra pas aller au-delà, même s'il a très envie de le faire. Donc il rend une décision assez faible à ses yeux, il n'a pas le choix, et cette décision va à son tour alimenter la base de données, alors même qu'elle est un peu fausse. En tout cas que le juge a été contraint par des règles de procédure civile. Donc la constitution de la base de données est donc véritablement importante, et aujourd'hui on n'a pas de base de données fiable qui puisse alimenter ces outils prédictifs. Par ailleurs, l'analyse des décisions interroge aussi. Je laisse ma collègue en parler. Alors, l'analyse des bases de données interroge aussi parce que comment ça fonctionne ces outils-là? On va leur poser une question, on va formuler un litige avec le barre de recherche qui est mis à la disposition et le logiciel va procéder à une cartographie statistique pour élaborer la réponse. Ça, c'est la version le plus élémentaire. Or, on ne sait pas véritablement quels sont les critères qui ont été pris en compte par la machine pour effectuer la cartographie. Et c'est d'autant plus vrai que ces outils prédictifs mettent en œuvre deux technologies nouvelles, alors qui sont à l'échelle de l'informatique ne sont pas si nouvelles que ça, mais qu'en France on entend beaucoup parler. Ce qu'on appelle le machine learning, la technologie de machine learning, et de l'autre côté, la technologie de deep learning. Alors, de quoi il s'agit? Je vais commencer par le machine learning en vous donnant un exemple. Machine learning, c'est des machines qui peuvent apprendre par des exemples. Ils se présentent sous cette forme-là. Il faudra d'abord les superviser
et pour qu'ils puissent apprendre. Ensuite, ils peuvent mettre en œuvre les tests non supervisés pour enrichir leur apprentissage. Et ensuite, l'humain peut intervenir pour corriger en marge les erreurs qui sont commises pour renforcer l'apprentissage. Un exemple. Imaginez que vous aimez beaucoup voyager et que vous adorez prendre des photos. Après chacun de vos voyages, vous aimez bien prendre des photos de paysages, je précise un peu. Et que vous aimez les paysages avec montagne et vous aimez aussi les paysages avec mer. Sauf que, bon, ça nous arrive tous, hein, par facilité, on vide nos cartes mémoire de nos appareils, on met tous nos photos sur nos ordinateurs. Alors, ils sont classés par année, des fois par endroit que nous avons visité, mais c'est rare qu'on ait le temps à perdre pour les trier, selon qu'il s'agit d'une image montagne ou alors s'il s'agit d'une image avec la mer. Donc, il serait formidable si vous aviez à votre disposition un programme qui permettait de les trier. Comment ça se passe? Ces algorithmes, si on voulait imaginer un algorithme qui utilise la technologie de machine learning pour procéder au tri des images, on va d'abord lui montrer quelles sont les images avec montagne, quelles sont les images avec mer. Alors, vous n'allez pas en montrer tous vos photos que vous avez, vous allez procéder par échantillon et ensuite vous allez lui montrer, vous dites ça c'est image montagne, ça c'est image mer et ensuite vous allez faire à plusieurs reprises, vous allez multiplier l'opération. Ça vous est forcément arrivé sur Internet quand vous voulez parfois accéder à certaines pages Internet, on va vous demander d'identifier les poteaux ou alors les faux tricolores. En réalité, quand vous faites ça, vous enrichissez la base de données de l'algorithme qui est en train de tourner et vous êtes en train de lui faire apprendre qu'il arrive à distinguer les faux tricolores des poteaux. Ça peut être autre chose, ça peut être des vélos, ça peut être des voitures, etc. Vous avez forcément cette expérience-là. Et à chaque fois que l'outil est gratuit, hein, du style Google, etc., on vous demande plus en plus de faire effectuer ce type de tâches. Les plus jeunes, si vous êtes friand des réseaux sociaux, ça vous arrive parfois aussi sur Facebook, on vous demande d'identifier telle et telle personne. Quand vous mettez une photo, ou on vous suggère, est-ce que c'est telle personne pour que vous l'identifiez sur la photo? En faisant cela aussi, vous enregistrez dans une certaine mesure l'algorithme qui est mis en place pour que la machine soit capable d'identifier par la suite elle-même. Donc, si je reviens à mon exemple, par rapport à la machine learning et vos photos, une fois que vous lui avez appris par quelques exemples comment faut-il procéder, la machine parvient à dégager des règles mathématiques, en réalité, qui vont lui permettre d'avoir ses propres repères pour pouvoir identifier les images sur lesquelles figurent les montagnes, des images sur lesquelles figurent sujet mer. Dans la technologie de machine learning, ce qui est important, c'est qu'il faut avoir une base de données structurée. C'est pour ça qu'il faut intervenir au départ pour faire apprendre à la machine comment il doit arriver à distinguer les images. Ensuite, une fois que vous lui avez mis à la disposition une base de données structurée, il va, avec les fonctions qu'on a prévues dans le logiciel, il va pouvoir apprendre par lui-même et en réalité, il va dégager ses propres règles mathématiques, il va avoir ses propres repères. Si les choses en restaient là, c'était pas si grave que ça. Finalement, les outils de justice prédictive qu'on a à disposition, pour l'instant, ils fonctionnent sur cette manière-là, ce qu'on a donné à la disposition des magistrats pour être testés. La machine propose quelque chose. Si la décision du magistrat va à l'encontre de la solution proposée par la machine, il ne s'agit pas d'une erreur qu'a commis la machine, c'est un contre-exemple qui vient enrichir la base de données de la machine. Et ensuite, on pourrait espérer que plus la machine fonctionne, plus il va avoir d'être plus pertinente dans les solutions qu'il va proposer. Depuis quelques années, apparaît ce qu'on appelle le deep learning. J'ai fait un schéma pour vous montrer la différence entre Enfin, je ne l'ai pas fait, j'ai pris sur Internet. Je trouvais que c'était assez pertinent pour montrer que d'un côté, dans le machine learning, vous avez l'intervention humaine, alors que dans le cadre de deep learning, on n'a pas besoin des bases de données structurées.
vous avez une pluralité d'algorithmes qui fonctionnent en connexion, et c'est pour ça qu'on parle des réseaux de neurones. L'objectif, c'est parvenir à cloner dans une certaine mesure, reproduire dans une certaine mesure la capacité décisionnelle de l'être humain. Donc, comment ça fonctionne la technologie de deep learning? Il va recevoir les données. Chaque couche d'algorithme va prendre en compte une partie des données avec des éléments qui sont les siens. Et ensuite, il va en faire une interprétation de ces données-là. Et puis, la combinaison entre les différentes interprétations qui sont données à des niveaux distincts va permettre de proposer une solution. Le gain en termes de temps pour les personnes qui doivent configurer un programme ou l'écrire, le programme, est considérable. Pourquoi on a recours au deep learning? C'est qu'il y a des opérations complexes qui ne peuvent pas facilement être programmées, où ça suppose des heures et des heures de programmation, ça suppose de mobiliser énormément de moyens humains pour les programmer, et puis on n'est jamais à l'abri d'un bug. S'il aurait fallu programmer comment font les êtres humains pour courir, il aurait fallu avoir la capacité de décomposer chaque mouvement, pouvoir déterminer quels sont les différents muscles qui interviennent, la connexion neuronale dans le cerveau, etc., etc., etc. C'est trop complexe. Et donc, la solution la plus simple, c'est configurer des machines qui peuvent analyser les données qu'ils ont à disposition, qu'ils peuvent trouver à des endroits différents, et à partir de là, proposer des analyses. Si vous vous souvenez de vidéos qu'on vous a projetées, à un moment donné, vers la fin, on vous disait que les magistrats, l'étape ultime serait de pouvoir juger les citoyens chinois sans même aller devant le juge. C'est les technologies de deep learning, en réalité, qui sont mises en œuvre, là, avec l'accès au big data, les données que chacun produit, et nous produisons en fait à chaque fois qu'on est sur Internet ou avec nos objets connectés, nos téléphones, etc. Et l'objectif, c'est en fait pouvoir ne plus avoir besoin d'aller devant le juge pour saisir le juge d'un litige, pouvoir sanctionner les individus sans qu'on ait besoin de saisir un juge. Alors, ça va dans la... Je ne sais pas si arrivera en France. À bref échéance, à un peu moyenne échéance ou longue échéance. J'en ai aucune idée. Ça existe un peu dans les assurances, ça existe chez les banques, les outils. Mais en Chine, vous savez, depuis le gouvernement chinois a fait le choix d'attribuer un score de citoyenneté à des personnes, les ressortissants chinois. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que j'ai un individu qui ne se comporte pas correctement, selon les normes établies par la société, par un législateur, etc., pouvoir s'en saisir sans qu'on ait besoin forcément d'aller voir le juge. C'est ça l'objectif final. Et la technologie de deep learning, qu'on utilise aussi dans les outils informatiques au niveau des logiciels qui sont faits à la destination des justiciables, ont aussi un autre visée. Surveiller les gens et puis un peu leur inculquer comment ils doivent se comporter. Alors, ça, c'est une distinction entre... c'est un schéma qui montre différemment comment fonctionnerait une technologie de machine learning et le deep learning. Au départ, voilà, ça fonctionne au mode de « est-ce que c'est juste, ce n'est pas juste ?» alors que dans le schéma d'en bas, vous voyez, on n'a pas besoin de lui apprendre quoi que ce soit. Mais c'est un peu la même chose que précédent. En dépit de tous les risques qu'on connaît de ces outils, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi faut-il insister. Encore une fois, on insiste parce que l'informatique apporte des avantages, mais le revers de médaille, c'est tous les risques que comporte l'utilisation de ces outils. Alors, les risques sont à plusieurs niveaux. Et nous n'avons pas le temps, on va dire, de les détailler tous, puisque déjà, il faut arriver à tous les identifier. Nous avons fait le choix de vous présenter ici 3 risques qu'on peut mettre en lien avec des différentes technologies qui sont utilisées. Le premier risque, c'est la reproduction des discriminations.
on sait bien que les billets d'une machine, d'un algorithme, ce sont les billets de son concepteur. Si on a la preuve de ça, je vais vous donner un exemple dans un instant. Si le concepteur d'une machine est contre les Afro-Américains, on pourrait avoir cet élément discriminant dans l'outil. Et ce n'est pas anecdotique, puisque ça existe en vrai. Ces images proviennent d'un outil qui s'appelle Compass. C'est un logiciel informatique qui a été mis à la disposition des magistrats aux États-Unis. Les magistrats reconnaissent qu'ils se fient aux résultats dégagés par la machine pour rendre la décision. Les statistiques montrent, puisqu'il y a une enquête, il y a un groupe d'enquête indépendant qui n'a été pas mandaté par la firme qui a mis en place Compass pour voir un peu comment ça fonctionne. Est-ce que c'est pertinent ou ce n'est pas pertinent le logiciel? Et puis aussi examiner dans quelle mesure les juges les prennent en compte. Les juges vraiment les prennent en compte. Le taux de prise en compte de ces outils, du résultat qui est rendu par outil, fait peur. C'est très important. Alors, je vais vous afficher 4 cas, mais on y reviendra un peu de façon séparée. Quand vous voyez les images, même s'ils sont en blanc et noir, la discrimination contre les Afro-Américains aux États-Unis est illustrée par ce logiciel. Dans tous les cas qui vous sont exposés ici, qui proviennent de sites d'enquête qui a réalisé ce rapport, montrent que tous les Afro-Américains ont un score de risque de récidive plus élevé, indépendamment de leur passé judiciaire. Or, l'enquête montre qu'il y a, dans les images que vous voyez, toutes les personnes qui ont été poursuivies et qui sont blanches, en fait, ils ont un passé criminel plus lourd et par la suite, ils ont commis des infractions encore plus lourdes. Or, la machine leur donnait systématiquement un score moins élevé, ce qui voudrait dire que le juge, en réalité, les avantageait dans la décision qu'il rendait. Par exemple, si on prend voilà, le premier cas, qui est ce monsieur, il a été connu pour conduite en état de d'ébriété à 3 reprises, une agression grave à 1 reprise, et par la suite, après la décision qui était rendue par le juge, par la suite, il a aussi commis des agressions graves et violences domestiques. Le risque de récidive qui est donné par la machine est 1. Si on regarde le cas de cette jeune fille, elle a été connue pour 2 délits mineurs. Elle a un risque de récidive qui est 6, et elle est connue par la suite pour aucun délit ni de crime dans le système américain. Le deuxième cas, c'est les petits vols. Vous voyez, la jeune fille, elle a un risque, elle est afro-américaine, elle a un risque de 8, alors que le monsieur, il a un risque de 3. Si on regarde son passé criminel, le monsieur, il est connu pour braquage à main armée à 2 reprises, une fois pour tentative de braquage à main armée, et par la suite, il a été encore poursuivi pour vol qualifié. Son risque de récidivisme est calculé de 3 par la machine, alors que la jeune fille, elle est simplement connue pour une tentative de vol, et par la suite, on ne l'a absolument pas reconnu. Enfin, il n'est pas du tout connu dans le système judiciaire. Donc, on peut, comment dire, multiplier les exemples, mais ce qu'on voit, c'est que finalement, la discrimination dont font l'objet, on va dire, les citoyens américains, on le voit, les Afro-Américains, on le voit aussi dans le logiciel. Le deuxième risque, c'est le figeage de droit, puisque qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que puisque les machines vont une cartographie de ce qui est du passé, ils ne se rendent pas compte, en fait, ils vont figer la situation pour l'avenir.
Alors, ça peut être bien ou ça peut ne pas être bien. Mais je vais vous donner un exemple qui est celui des violences sexuelles, et notamment le cas de viol, qui est considéré comme un crime. En France, 60 à 80% des cas de viol ils sont requalifiés en agression sexuelle. Et donc, ils ne sont pas poursuivis, les agresseurs les violeurs ne sont pas poursuivis pour viol. Les raisons sont différentes, parce qu'on manque de preuves, parce qu'on veut épargner la victime d'un procès lourd, etc. Quelle que soit la raison pour laquelle on le fait, il n'empêche que 60 à 80% des cas, on a une requalification pour agression sexuelle. Donc, si, dans un cas de viol, on permettait à la machine de constituer la décision, c'est les violeurs qui seront mis à l'abri, parce que finalement, ils ne risquent pas grand-chose. Dans les meilleurs des cas, ils vont être sanctionnés pour agression sexuelle. Donc, c'est grave, non seulement parce qu'on ne prend pas en compte la loi, mais aussi parce que, finalement, on pourrait dire qu'on, dans une certaine mesure, on parvient à institutionnaliser les crimes en ce qui concerne le viol. Le troisième et dernier risque que nous voudrions évoquer avec vous, c'est celui de la déshumanisation de la justice. En matière pénale, en matière familiale, la justice est là pour apaiser, pour réparer, et le processus par lequel la justice est rendue a toute son importance dans ce processus d'apaisement. Pour que la peine pénale ait un sens pour le délinquant qui est condamné, il faut qu'elle soit comprise, qu'elle lui soit adaptée, qu'elle lui soit individualisée. Si le but, c'est une forme de rachat à l'égard de la société, si le but, c'est la réinsertion au final du délinquant, la peine ne doit pas uniquement dépendre de la gravité de l'infraction ou du nombre de grammes de drogue détenue. Une peine n'aurait aucun sens du point de vue du délinquant qui trouvera nécessairement la peine injuste. Et le processus par lequel la peine est décidée, le procès pénal, est la première étape dans le rachat des fautes, dans le deuil ou le pardon des victimes, dans la réinsertion. Sans procès, sans peine individualisée, la peine pénale n'a pas de sens. Mais cela ne vaut pas uniquement en matière pénale. Dire d'une victime de dommages corporels, vous avez perdu, je ne sais pas, un bras dans un accident, donc c'est telle somme. On a un barème qui, un peu comme... Un bras, ça vaut 10 000 euros. Voilà, un bras, ça vaut, tu es généreuse, 10 000 euros, ça vaut X milliers d'euros, et on a un peu comme... on a quelquefois au-dessus des étals de boucherie où on découpe les pièces de viande, on aura tel bout de corps humain vaut telle somme. C'est extrêmement froid procéder à un tel découpage, à un tel raisonnement. Et la victime, vous pouvez lui donner autant, vous pouvez rajouter autant de zéros derrière la somme que vous mettrez, elle n'aura aucun sentiment de justice. Lorsqu'il n'y aura pas un minimum d'écoute de ce qu'elle a vécu et un minimum de compréhension. Alors, si on vous reposait la question de savoir et si l'ordinateur remplaçait le juge, je pense qu'on pourrait conclure avec cette réflexion qui est faite par une chercheuse qui travaille sur les questions. De son point de vue, que nous partageons, enfin, en tout cas, bref, ce ne sont pas les algorithmes qui posent problème, mais plutôt notre propre paresse, notre renonciation à nous gouverner nous-mêmes. Donc la question, au fond, n'est pas peut-on remplacer les juges par les ordinateurs, mais est-ce qu'on veut résister aux machines qui nous rendent les décisions? Merci. Merci beaucoup.